Lorsqu'on parle d'icônes, tout le monde a tendance à regarder les politiques. On est loin de penser que ceux qui font le pays sont quelque part au tréfonds du Bénin, quelque part logés dans les brousses en train de travailler. Les vrais bâtisseurs du Bénin ne sont pas les bureaucrates, c'est plus ceux qui réfléchissent au développement à la base. Aujourd'hui, nous sommes descendus dans le haut lieu de formation du Bénin, la première université d'ailleurs, et nous sommes avec une personnalité qui a marqué son temps alors qu'elle était recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Nous allons à la découverte d'une icône, pas comme les autres, un enseignant de rang magistral, marqué par l'humilité, l'effacement total de soi, mais aussi la qualité du travail qu'il abat au quotidien pour faire de ce pays un pays où coule le lait et le miel en abondance. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Icône. Et comme vous le constatez, nous sommes à l'université d'Abomey-Calavi, dans le jardin botanique. Et c'est l'un des acteurs de ce jardin, l'un des principaux acteurs de ce jardin que nous recevons aujourd'hui. Je veux parler du professeur Brice Cessin. Qui est le professeur Brice Cessin? Comment a-t-il évolué? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? C'est vrai qu'il a été recteur et là il était sous le feu de la rampe. Mais aujourd'hui, l'homme est reparti dans les laboratoires, il est dans les champs, il est dans une retraite intellectuelle. Il travaille toujours pour faire de ce pays ce que nous constatons. La preuve, ce jardin botanique est bien beau. Voici le professeur Brice Cessin. Professeur, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Merci de nous recevoir dans votre pittoresque jardin botanique. Avec un grand plaisir. Alors, professeur Brice Cessin, aujourd'hui nous voulons décortiquer votre personnalité. Nous voulons rentrer, n'est-ce pas, dans le tréfonds de votre connaissance. Le professeur Brice Cessin, c'est qui? Je suis Brice Cessin. J'ai pris aussi entre-temps Augustin, qui est le prénom de mon papa, le prénom francophone de mon papa. Pour franciser. Je pense que lui-même, il a l'habitude de m'appeler Aïtchéou, mais cela n'a pas été transcrit dans l'acte de naissance. De naissance. Donc, je garde alors le nom catholique Brice Augustin. Je suis né à Abomey, j'ai fait mes études terminales du primaire à Abomey et du secondaire, parce que papa a évolué au nord, à Gamian plus précisément. Okay. Papa faisait quoi? C'était un commis, après il a démissionné pour monter ses propres affaires de business pour divers produits et installé à Gamian. Donc c'est là où j'ai commencé mon primaire. Et après j'ai suivi mon tuteur qui est le mari à ma soeur aînée, Saint-Catherine, paix à son âme. Je les ai quittés assez tôt. J'ai évolué avec ses enfants, le tuteur, ses enfants garçons, à Agbanzoum. On m'a appris très tôt, à l'âge de 7 ans, à faire la cuisine, comme tous les autres garçons de mon âge d'ailleurs. Avant de revenir à Abomey, je crois, pour les classes CM1, CM2, et puis après le collège et le lycée au fond d'Abomey jusqu'au bac. Après le bac, du moins, je suis revenu à l'université. Entre-temps, ma mission patriotique au service de la nation, où on allait enseigner en tant que jeune homme sous drapeau. On passait par le camp avant d'y aller. Puis après, les études d'ingénieur agronome. J'ai travaillé sur le terrain en tant qu'agent forestier assermenté au Cardet Borgou d'antan. J'avais ma brigade à Bétérou, dans la commune de Tchaourou, on disait district de Tchaourou à l'époque. Je travaillais comme forestier avec la surveillance des forêts classées. On était en quelle année? C'est de 85 à 87. En fait, j'ai passé le test pour l'université en 85, mais il y avait tellement et tellement de contraintes que je ne pouvais pas
laissé parce qu'il fallait opérer le déguerpissement des communautés du village Agbassa, les faire sortir, j'allais dire en douceur, de la forêt classée de Warimaro vers l'extérieur. Ça a été tout un processus négocié avec les jeunes. Je salue par ailleurs le délégué, enfin il est devenu délégué, mais c'était le leader des jeunes à l'époque, et c'est grâce à lui que j'ai pu faire tout le montage nécessaire, malgré la pression du colonel Gandonou, qui voulait que j'aille manu militari, et c'était pas facile, mais j'étais très heureux. Ils ont pu quitter et s'installer en dehors de la forêt classée. Donc c'est après tout cela que j'ai rejoint finalement l'université, bien après mes autres collègues qui étaient sur la même liste pour venir à l'université. Donc depuis là, j'ai rapidement commencé mes travaux d'assistant stagiaire, et après la thèse de doctorat, et revenir créer successivement mon laboratoire d'expression scientifique et le département d'aménagement et de gestion de l'environnement, animé par les autres collègues qui ont commencé à revenir de leur thèse, j'allais dire à partir de 1995. Moi, j'étais rentré 2 ans plus tôt pour faire tout ce montage-là. Donc, chemin faisant, il a été élu vice-recteur de l'université d'Abomey-Calavi, je crois en 2006, puis après recteur de 2011 à 2017, 2 mandats, si vous voulez. Et après avoir déposé mon tablier de recteur, je suis retourné dans mon laboratoire où la vie est nettement plus épanouissante, en vue de l'enseignant-chercheur, beaucoup plus intéressante, avec moins de stress à courir derrière les étudiants grévistes, et j'en avais tout le temps, à essayer de me faire comprendre un peu de mes autorités ministérielles, et puis à développer quand même une certaine ambiance de travailler avec mes collègues de diverses entités. Donc voilà à peu près de quoi je m'occupe. Bien entendu, j'ai le pied dans l'herbe, comme on peut le savoir si on me suit un peu. Je n'ai d'aise que dans la forêt. Je n'ai d'aise que lorsque je travaille à ce que techniquement j'ai appris, la conservation des animaux. Nous travaillons beaucoup plus avec le Centre national de gestion des réserves de faune, le Sénagref, donc à la domestication des grands animaux gibiers, le buffle et le coq de buffon en particulier, dans l'un de leurs ranchs à Djidja, à Gbaragba, où nous avons déjà fait venir les animaux et on fait le suivi pour que le Béninois puisse déguster sans craindre de représailles la viande de buffle s'il en a besoin, la viande d'antilope, la venaison d'une manière générale, parce que c'est des animaux reproductibles. Donc c'est ma dernière, j'allais dire, ambition de réaliser l'un de mes vœux les plus chers après avoir été forestier de terrain, courant dans les parcs nationaux et ainsi de suite. On peut bel et bien ramener cette viande pour laquelle nous sommes obligés de séquestrer, par exemple, de supprimer la liberté à des gens en les foutant en prison pour avoir commis le péché d'aller chasser illégalement. Donc on peut ramener cette viande-là à la portée de tout Béninois. On le fait déjà en Afrique australe, on le fait en Afrique de l'Est. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. La faune, ce n'est pas que pour le tourisme de vision ou le tourisme synégétique de chasse, c'est aussi pour que nous puissions l'utiliser comme ressource renouvelable et les démultiplier. Donc on a déjà 2 expériences à Dassari, où j'ai commencé, je crois en 2015, et déjà on a une très belle population d'antilopes là-bas, de coqs de buffon, et récemment maintenant, depuis l'année passée, à Djidja,
Et donc, quand je vois déjà les premiers produits, les animaux ont déjà commencé par se reproduire, aussi bien les buffles que les coqs de Buffon. Donc d'ici 5 ans, je suis que des restaurants spécialisés peuvent s'ouvrir maintenant et dire voilà, venez manger la viande de gibier dans tel ou tel restaurant. Et ça va être de la viande écologique, de la viande qui sort vraiment des élevages, donc de la viande durable. Donc voilà à peu près ce que je fais. Puis bon, avec les collègues, on continue de se soutenir pour qu'il y ait davantage de projets qui arrivent au niveau des labos pour la formation de la relève et aussi conduire nos activités de recherche. Alors, professeur, tout de suite, je suis tenté de vous demander, un ingénieur agronome, c'est qui? Voyez, on avait supprimé à un moment donné la formation d'ingénieur au prétexte que le système LMD, licence, master, doctorat, doit passer par ce nouveau circuit, ce nouveau canal. Et je crois, quand j'étais recteur, j'étais au conseil général du CAMES. Et là, avec quelques collègues, je crois du Burkina, du Sénégal, du Cameroun, ou encore quelques-uns, on s'est dit, mais c'est pas normal qu'un pays manque d'ingénieurs. L'ingénieur, c'est celui qui apporte des solutions pratiques à des problèmes tout aussi pratiques et solvables. Lorsque vous avez des problèmes d'eau, vous avez des problèmes d'aménagement, diverses choses, vous avez des problèmes de montage technique pour nos collègues des polytechniques, c'est l'ingénieur. Tout État fait toujours appel à ces ingénieurs pendant ces temps forts-là. Même au niveau des institutions les plus scientifiques que vous pouvez imaginer aux États-Unis, il y a toujours le corps scientifique. Ils sont là pour sortir les modèles, ils sont là pour réfléchir d'abord de manière abstraite avant de convertir cela à des réalités pratiques. Mais quand on rentre dans la pratique, ce n'est plus le scientifique guide, c'est l'ingénieur qui prend la relève et qui fait tout le montage technique pour que les gens puissent prendre leur fusée et aller sur la Lune ou aller dans l'espace. Ça, c'est l'ingénieur. Il est tout le temps à côté parce que c'est lui qui résout les problèmes pratiques. Je crois que c'est pareil, l'ingénieur agronome, son problème c'est de résoudre les soucis de l'état de la société par rapport aux problèmes de peste, aux problèmes de baisse de fertilité, parfois même il résout les problèmes techniques de mise sur marché et ainsi de suite. Je crois que c'est l'homme qui doit être toujours à côté des centres de décision. Parce que lui, sa main, sa tête, c'est de répondre tout de suite à un problème. Et comme je le dis, pour nous autres, un problème, une solution. L'ingénieur doit obligatoirement assister le décideur à se dire, mais tiens, voilà le problème, voilà la solution. Et ici même. Alors, vous avez fait vos études primaires et pour venir à l'université, vous êtes allé directement à la FSA. C'est comme ça que ça s'est passé ou c'est un concours? Comment ça s'est passé? Disons, à mon temps, on vous forçait même à aller partout. J'avais même une bourse pour aller en Allemagne. Et quand je suis arrivé, on choisissait. Mon premier choix était en réalité la médecine. J'ai dû quitter, je crois, j'ai fait 1 semaine ou 2 dans le Gros Rose. Je ne pense même pas qu'on ait déjà même accompli l'inscription, mais ce que je remarquais, c'est qu'il n'y avait pas de cours de mathématiques. Et j'ai posé naïvement la question, je ne sais plus, à un des aînés ou là, je dis, mais ici, là, vous ne faites pas de cours de maths. On peut tout le temps, c'est beaucoup d'écrire. Et c'est là qu'il m'a dit, mais non, toi tu t'es trompé, hein. Il vaut mieux aller en agronomie. C'est ainsi que j'ai quitté, j'allais dire, la FSS rapidement pour venir en agronomie. Et là, bon, il fallait soit aller à l'extérieur ou rester. Là aussi, j'ai posé la question à quelqu'un, je ne sais plus, un enseignant qui m'a dit non, si c'est l'agronomie,
il vaut mieux la faire chez toi. Parce que là-bas, tu vas apprendre des choses des blancs. Voilà, la phytotechnie, des zootechnies de plantes ou d'animaux qui ne sont plus du tout les animaux du Bénin. Donc c'est ainsi que j'ai accepté, refusé la bourse pour accomplir ma formation ici à l'Université nationale du Bénin d'alors, qui est à l'Université d'Abomey-Calavi aujourd'hui. Alors vous côtoyez ce milieu, ça fait pratiquement une cinquantaine d'années, si on peut dire ici. Une quarantaine. Une quarantaine d'années. Alors, lorsque vous regardez l'université d'hier et l'université d'aujourd'hui, spécifiquement en matière d'agronomie, est-ce que les choses ont bougé? Oui, disons que, bon, il faut déjà dire que les enfants ont une réactivité toujours vers les merveilles, hein. Il faut le reconnaître, ils sont très subtils d'idées, d'intelligence et aussi manipulent plus facilement les technologies. Nous étions formés à la vieille école, on prend note. Tout était à la main. Tout devrait venir soit des notes de cours, de la bibliothèque, version hard, les livres et ainsi de suite. Aujourd'hui, à la limite, ils ont leur bibliothèque dans leur portable téléphonique ou ordinateur. Donc il faut reconnaître quand même qu'il y a une maîtrise de l'outil. Ce qui est le vrai problème, je vois, en mon temps, l'agronomie était supportée en grande partie par la coopération internationale, le programme PNUD en particulier, ce qui facilitait les échanges d'enseignants. Les Nigérians venaient appuyer et nous pouvons aussi faire facilement les stages au Nigeria, à Ibadan, à l'université d'Ibadan en particulier, à l'IITA, dont le siège est aussi à Ibadan. Toutes choses qui nous outillaient très bien. Les stages se faisaient bel et bien au Bénin, mais il y avait aussi un minimum de moyens. On ne souffrait pas de minibus, de véhicules pour aller sur le terrain. On nous payait même encore quelques petites primes pour nos petits besoins de terrain. Toutes choses qui, j'allais dire, agrémentaient un peu notre vie d'étudiant. Ça n'existe plus aujourd'hui et on était entièrement à la charge de l'État. C'est l'État qui nous prenait en charge à l'université à l'époque. Donc je peux dire que du point de vue des facilités, quelque chose a baissé. Du point de vue de la qualité de l'enseignement, non, on a beaucoup de jeunes. C'est vrai, beaucoup de jeunes sont sortis des bancs et directement en face des étudiants. Nous, on était d'abord sur le terrain. On sait ce qu'on appelle la vulgarisation, le service de vulgarisation, comment on prépare les campagnes agricoles, le recensement des actifs, et tout un ensemble de choses que les sorties directement du banc n'ont pas. Je pense qu'ils doivent compenser cela par leur propre descente sur le terrain en essayant d'aller combler ce gap-là. Nous, on l'avait déjà automatiquement en venant à l'université et ça facilitait beaucoup de choses. Mais globalement, il faut dire non, depuis que tous ces outils ont été maîtrisés, je peux dire que non, les gens sont toujours bien formés. Quelle que soit l'institution, hein, on ne sort jamais clé en main, c'est faux. Même si tu sors de Harvard, tu ne sortiras jamais clé en main. C'est le métier qui t'apprend réellement ta profession. C'est quand tu es sur le terrain que tu découvres l'environnement professionnel. Donc nous sommes outillés, on est renforcés sur le plan théorique, sur le plan des principes, tout ce que vous voulez. Mais c'est lorsque vous allez gérer une ferme, vous serez propriétaire d'une ferme, on va vous confier des tâches de ceci. C'est là où l'agronome va se construire, se réaliser et être au bon service de sa société. Alors, lorsque vous regardez votre parcours, qu'est-ce qui vous a le plus marqué?
Bon, disons la camaraderie. Je suis un homme sociable, lui-même par nature est une espèce grégaire. J'adore être parmi mes amis, au sein de mon entourage. J'aime bien la vie communautaire. J'aime aussi les réflexions profondes, les questions de recherche. C'est vrai, j'aurais pu être en train de parcourir, aller de réunion en réunion, un peu de réunion, d'accord, c'est bon pour voir où est-ce que nous pouvons aller ensemble. J'aime aussi le retrait pour mes propres réflexions scientifiques. Et Dieu seul sait combien, j'allais dire, de packages de questions de recherche que je me pose, d'hypothèses que je me pose moi-même pour pouvoir résoudre sur le plan tout au moins d'abord théorique certaines de ces questions. Voilà à peu près, c'est un métier passionnant. Se réclamer enseignant du supérieur, il n'y a rien de plus beau que cela. Vous êtes tout le temps à la recherche de nouvelles idées, de nouvelles questions viennent à vous. Et c'est aussi un monde d'échange. Beaucoup de vexations aussi, puisque passer beaucoup de temps à rédiger un draft, un brouillon d'article, mais quelqu'un dit mais non, il faut encore reprendre ceci, ça vous revient, mais nous sommes habitués. C'est ça qui fait que le bon universitaire n'a pas peur des critiques. Au contraire, il les internalise et puis on fait encore d'autres chemins de réflexion parce qu'il est habitué. Quoi qu'il fasse, même en soutenance de thèse, on trouve toujours encore à redire sur un travail que tu as conduit quand même sur des années. Je pense que c'est surtout ça qui me passionne ici à l'université. Bien entendu, je suis aussi membre de notre académie et là aussi c'est un creuset d'échange où nous faisons beaucoup de bonnes choses ensemble avec mes confrères académiciens. Alors lorsqu'on regarde votre parcours, l'une de vos qualités c'est la facilité à donner la main à des étudiants démunis. On en a eu des témoignages. Qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez à des enfants qui n'ont pratiquement pas de soutien, vous leur donnez la main et vous les poussez jusque là où on peut les pousser? Qu'est-ce qui fait ça? Disons, je n'ai pas reçu un cadrage particulier par rapport à cela. C'est une déduction personnelle, à savoir, mais en venant ici à l'université comme maître assistant, j'avais laissé beaucoup de privilèges au niveau du Cardet Borgou. Mon directeur général d'antan, Cosma Apoggi, me disait mais pourquoi tu pars alors que bon, les moyens, de nouveaux moyens sont arrivés, c'est un Cardet sous financement de la Banque mondiale, tout ça. En bref, je disais non. J'ai été élu remettre mon mémoire, puisque quand je finissais, j'ai rédigé tout un mémoire. Bon, on écrivait tout à la main, avec chose là. Et je crois que je lui ai remis un document d'une vingtaine de pages pour montrer un peu c'est quoi, moi, mon appréciation du Cardet, disons, cet enchevêtrement de diverses directions techniques, vu de ma position. Et plus tard, d'ailleurs, je l'ai publié. Je crois que ça a été ma première ou la deuxième publication en 88 dans une revue internationale. Et ça lui a vraiment, ça lui a plu. Il m'a dit, mais c'est la première fois que quelqu'un s'en va et donne son impression globale sur le service. On s'estimait beaucoup, Cosma Apoggi. Je crois qu'il est peut-être un peu gravataire ou un peu chaud là. Et ça fait que, tu vois, c'est des choses qui m'ont marqué, tout doucement, en disant, mais tiens, si j'étais un peu guidé, j'allais faire beaucoup plus.
Du coup, quand j'ai créé le département, on a commencé à former, mais c'est tout de suite formé pour la relève. D'ailleurs, il y a un grand chercheur, Eyog Matig, il avait dirigé un grand programme de la FAO ici à l'IITA. Il me dit, mais chez nous au Cameroun, quand on prend ces diplômes, même les anciens n'ont même pas envie de vous voir. On fuit. Mais toi, tu regroupes tout autour de toi et chaque année encore davantage et davantage. Parce que chaque fois, quand il me demandait quelqu'un pour tel programme, il nous qualifiait au superlatif. Enfin, les jeunes. Et puis, comme disait mon frère aîné Sonflé, un professeur qui n'en a pas formé, n'en est pas un. Vous devriez former la relève. C'est comme dans l'armée, c'est l'instruction continue. Vous n'attendez pas le jour où on ouvre une autre université pour dire bon, c'est maintenant qu'on va les prendre, les former, ils seront docteurs et ils seront compétents. Non, il faut les former en continu. Parce qu'il y a de nouveaux développements, il y a de nouvelles universités qui se créent, il y a même d'autres institutions qui ont besoin d'agents, de cadres de ce niveau. Il faut les former. Je regrette d'ailleurs que la fonction publique ne réserve pas une belle part aux docteurs pour au moins aller occuper les cabinets ministériels où on a besoin de concevoir de grandes politiques. Et ces jeunes-là sont bien outillés pour cela, entre autres. La relève, c'est notre job. Nous devrions le faire et le faire de belle manière. Est-ce qu'il peut arriver à un ingénieur agronome formé, n'est-ce pas, ici à l'université d'Abou-Makaravi, comme toute autre université, de se retrouver au chômage? Disons, mon ami Messan Guy Apollinaire, affectueusement appelé Guy Zab, disait toujours qu'aucun ingénieur agronome n'a le droit de dire je suis au chômage. Et je le soutiens. Il y a toujours quelque chose. Encore que ils sont tellement bien outillés que j'en ai rencontré qui étaient dans des programmes d'éducation de l'USAID à l'époque, qui sont dans les banques, qui sont à divers niveaux. C'est une formation très solide à la réflexion et à la résolution des problèmes de la société. S'ils ne sont pas formés seulement que pour aller développer les champs, les meilleurs agriculteurs ne sont pas forcément les agronomes, détrompez-vous. Ils raisonnent l'espace champêtre, ils peuvent aussi très bien prendre des élevages, des exploitations agricoles, ils peuvent être très à l'aise un peu partout. C'est difficile de dire qu'on n'a rien et que il faut se mettre au chômage. C'est difficile parce qu'ils sont outillés pour se battre sur plusieurs fronts. Je crois qu'avec un peu d'aide, c'est vrai que lorsque vous recevez ce parchemin en main, vous dites qu'est-ce que je vais en faire? D'où l'urgence de créer à l'époque le corps des volontaires. Je ne sais pas si vous étiez informé de ce qu'on avait créé à l'époque pour aider ces jeunes diplômés à rapidement se prendre en charge et faire confiance en eux-mêmes et se lancer dans la vie. Et je pense que mon collègue Ogun Ali avait réussi ce pan que je lui ai confié au sortir d'un rêve et de ma visite aux États-Unis, là où le président Kennedy était resté pour lancer cette initiative de Peace Corps aux USA. Alors aujourd'hui, si un enfant voudrait venir en agronomie, quels sont les conseils que vous lui donnez? Un collégien par exemple qui rêve de devenir agronome. Bon, s'il a déjà, disons, ce choix, je crois que c'est très important. S'il ne l'a pas, il a un peu évolué comme moi, je n'étais pas formé spécialement pour être agronome. L'orientation, ça peut aider les jeunes, mais je pense que c'est beaucoup plus ce qu'ils ont envie de faire qui importe. Si déjà le jeune homme dit, mais tiens, moi j'aime l'agriculture, il faut l'accompagner. Il faut coûte que coûte l'accompagner. Et puis la faculté de sciences agronomiques d'ici, mes collègues de Kétou aussi, c'est la même veine, Parakou aussi, où qu'il aille pour dire, mais moi j'aime l'agriculture, il aura un minimum de cadre
pour l'accompagner à réaliser ses ambitions. Comme je dis, le reste, c'est une fois sur le terrain, il n'a qu'à se dire, je démarre peut-être par des stages, je démarre avec des ONG, je démarre avec tel ou tel projet ou telle activité à côté de tel ou tel senior. Et là, il va apprendre davantage, ou bien même des fermiers modernes. Il y en a maintenant qui ont créé des fermes modernes dignes de ce nom, d'élevage ou de production agricole. Et là, il se fait sa propre main, en plus de la masse théorique qu'il a pour raisonner les productions, oui, il peut réussir. Mais qui vient en agronomie lorsqu'on quitte le collège? Qui vient en agronomie? Qui est qualifié pour venir? C'est vrai que nous avons beaucoup de disciplines scientifiques. Une fois que tu as l'amour de la biologie ou de la chimie, les maths physiques, tu es bien qualifié pour venir en agronomie. Je pense les bacs C et D sont des bacs, des diplômes qui t'ouvrent la porte facilement en agronomie. Des littéraires peuvent s'y frotter, mais ça risque d'être difficile. Il y a trop de bagages scientifiques et je ne sais pas s'ils seront à l'aise. Sinon, bon, non, après les 2 premières années en notre temps d'un cycle d'ingénieur, à partir de la 3e année, ça devient beaucoup plus appliqué, quoique il y a toujours cette dose de science qui accompagne chaque concept. Alors, donc l'enfant qui veut venir en agronomie doit s'assurer que dans les matières scientifiques, il a un peu d'aisance. Il a un peu d'aisance et qu'il les aime déjà dès le début. Vous savez, en temps, j'avais formulé un programme avec le ministre de l'enseignement secondaire, lui demandant d'ouvrir les portes aux universitaires. Et j'avais conçu un programme pour que les collègues puissent descendre directement dans le second cycle des collèges pour dispenser en quelques minutes, je disais à peu près en 90 minutes, qu'ils puissent expliquer la quintessence de leur discipline. Des plus compliqués, hein, j'allais dire, de la physique quantique, si vous me permettez, jusqu'à la chimie théorique ou analytique, bon bref, voyez. Et ainsi, on commence par donner tout doucement le goût aux enfants par rapport à nos diverses spécialités ici, histoire, philosophie, sciences de l'ingénieur et ainsi de suite. On commence par leur donner ce goût. Et je n'invente rien. En Europe, ça se fait déjà. Vous voyez de très grands professeurs diluer leur langage et le faire passer au niveau des secondaires pour que déjà, ils commencent par se donner une certaine idée de tel ou tel domaine, plutôt que c'est après le bac qu'on ouvert le bac qu'on commence par courir pour dire on fait de l'orientation et on explique sommairement. Je crois que c'était ça et le ministre d'alors, mon collègue, j'oublie son nom, Kako, Maouillon, rapidement, m'avait donné le OK, mais avant lui, je crois qu'il y avait un autre un physicien ou mathématicien qui a été ministre, lui aussi, et il avait tout de suite ouvert les portes à ces nouvelles idées-là, de donner déjà l'envie aux enfants dès le collège. Et le projet suit son cours? Ben, il y a eu Covid, j'avais déjà eu le quitus, j'avais déjà eu même l'autorisation du ministre, il fallait maintenant commencer et quelques collèges ont répondu. Maintenant, le travail était de voir les collègues pour que chacun, selon son temps, c'est pas payant, hein, prendre voilà, 90 minutes et aller parler aux élèves de seconde, première et terminale et leurs enseignants, un peu des diverses disciplines, chacun se programme pour le faire. Mais bon, il y avait eu la période de Covid et ça a tout mis à plat. Et en temps aussi, il y avait eu trop de sollicitations de ma personne, je n'avais pas pu encore réchauffer le plat cuisiné. Et, bon, sinon, le projet est toujours là.
J'ai mis ça au programme à l'académie. J'ai demandé que l'académie puisse aussi supporter cela et que nous allions aider un peu les jeunes à connaître les diverses disciplines avant leur arrivée sur le campus. Alors, lorsqu'on ne peut pas parler avec vous sans aborder cette parenthèse de rectorat. Vous avez été 2 fois recteur à l'université d'Abomey Calavi. Ce passage-là dans votre vie, qu'est-ce que cela vous a apporté? Comment ça m'a permis de connaître ce qu'on appelle l'université vue d'en haut. C'est-à-dire, c'est quoi gérer une grosse institution comme une université où le diplôme minimum c'est le bac, si pas le doctorat, tous tes collègues, notre dernier diplôme hein, c'est le doctorat. Donc l'autre c'est plein de qualificatifs, maître assistant, maître de conférence et professeur, c'est des qualificatifs professionnels. Nous tous, nous sommes sur le même pied d'égalité avec le doctorat. Donc tu as des collègues, si tu veux, qui ont le même diplôme que toi, les mêmes niveaux de connaissances que toi. Donc il faut créer de l'harmonie, il faut mettre en place une politique où chacun puisse se sentir à l'aise dans son laboratoire, dans sa salle, et aussi que les portes soient suffisamment ouvertes et accessibles pour qu'ils viennent questionner celui qu'on a élu comme recteur et qui est censé les coordonner. Faire aussi le lien avec le cabinet ministériel, porter les problèmes et rassurer le ministre qu'en faisant confiance à son recteur, le recteur peut mieux l'aider. Parce que c'est à ce prix que la courroie de transmission peut être conductrice dans les deux sens. Je crois que c'est ça ce que j'ai le plus reçu comme message, et puis ça m'a permis de connaître, j'allais dire grossièrement, au moins 60% de mes collègues. Chacun avec ses qualités, chacun avec ses égos, chacun avec ses aptitudes, ses ambitions, et de jeunes aussi, de jeunes talents. Il y a Victorien Douillon et d'autres collègues qui ont beaucoup investi dans les laboratoires, le collègue Farougou, Enoch Achigan et j'en passe. Des collègues qui ont su bâtir, d'autres très courageux. Baba Moussa Lamine, c'était pas facile. Beaucoup d'anciens n'ont pas facilement ouvert les ailes pour que les jeunes puissent prendre de l'air et voler loin. Donc, je les admirais énormément parce que ils ont vraiment parfois broyé les murs pour avancer. Ils ont mis de l'intelligence, de la détermination pour venir convaincre le recteur. Il y a Michel Dossou, donc en leur faisant confiance, ils peuvent amener gros. Et je leur ai fait confiance, ils ont amené gros. Et il y a aussi ceux qui t'aident. J'ai parlé de Goualé Eloge. Je ne le connaissais pas tellement, mais j'ai vu le monsieur et dans sa trajectoire, il a dit, mais toi, est-ce que tu peux gérer telle chose? Ben, c'est tout comme si je le connaissais depuis l'enfance et il m'a émerveillé. Ouais, pourtant, c'est le hasard. Ça fait que quand vous êtes positif, la nature vous aide d'une manière ou d'une autre. La nature vous aide. Et plein de collègues ainsi, je ne peux pas les citer, ils émerveillent et tout ça, moi je comptabilisais ça comme étant mon succès. N'oubliez pas qu'en mon temps, depuis que j'étais vice-recteur, il y avait toujours la réédition des activités. Quand j'étais vice-recteur, c'est les activités de recherche, et chaque année, juste un peu pour les mettre un peu aussi en compétition. Parce qu'on dit, mais voilà, telle faculté qui a publié ceci, telle faculté a fait, ça crée quand même un peu de... Et quand je suis devenu recteur, c'est la réédition des comptes de l'université. Jusqu'au franc dépensé, ce que fait chaque vice-rectorat, le secrétariat général, tout cela est exposé durant toute une demi-journée aux collègues, et avec des éditions, et chacun peut l'avoir. Donc je crois que ça a permis de faire beaucoup de choses grâce à cela. Quand on créait les services de l'environnement et de sécurité,
S'il n'y avait pas des collègues pour les porter, ben, vous savez, hein, à Gossarou, je ne sais pas, il doit être à Parakou, mais c'est les dimanches que moi j'ai le temps pour venir visiter le campus. Est-ce que c'est propre? Et poser-lui la question. Et le dimanche, je lui ai dit, mais ne va pas à la messe, hein, tant que tu n'as pas reçu mon coup de fil. C'était un sacrifice. Et puis lui aussi, il acceptait ce sacrifice et il venait tout de suite, on réglait ceci, on faisait ceci. Vous voyez, je crois que l'homme est toujours disponible, en particulier le Béninois. Le Béninois est toujours disponible à condition de savoir l'aborder dans le bon sens. Je crois que j'ai beaucoup appris de cela. Alors, on a vu à votre arrivée, non seulement l'environnement prendre carrément une autre dimension, mais des bâtiments s'ériger. Comment ça s'est établi, ce partenariat, cette prise de conscience avec des entrepreneurs pour qu'ils puissent venir à l'université, investir dans ce que vous faites? Il faut déjà dire que tout le monde savait que l'État ne peut pas tout faire. Si tu passes ton temps à dire, bon, le recteur, oui, c'est l'institution publique, je tends mes mains, les billets de l'État vont tomber. On a tout tenté, ça n'a pas pris. Tout tenté pour forcer la main à l'État, mais j'ai compris que nous aussi, nous sommes l'État, comme disent les politiciens. Vous aussi, vous êtes l'État. Oui, nous sommes l'État. Donc on a pris carrément notre notre courage pour aller mobiliser davantage de ressources à l'extérieur. Il faut dire que celui qui passe à la FSA, qui ne sait pas rédiger des programmes de coopération, j'allais dire c'est un véritable paresseux. Véritable parce qu'il a tous les outils, il a l'environnement, l'ambiance pour rapporter, ne plus que ce qu'on appelle les small grants, les petits projets. Et on en avait de partout. Donc je suis un spécialiste de mobilisation de ressources. Et ça fait que j'étais très à l'aise. C'est pas pour rien qu'on a gonflé le vice-rectorat de la coopération. Parce que de là et tous ceux qui ont pris par là, les chefs de service, le vice-recteur Farougou et d'autres, ils ont beaucoup aidé à mobiliser les ressources pour que nous ayons ces facilités là sur le campus. Et j'espère que cela se poursuive pour que nous ayons toujours le cadre et les moyens de travail. C'est quand même ici que nous allons passer une bonne partie de notre vie. Il faut que nous fassions quelque chose pour améliorer ce cadre de vie en complément de ce que l'État apporte. Alors vous avez implémenté une politique dans le temps où quand tu jettes un sachet, il y a toujours un étudiant qui te dit non, il faut le reprendre. Oui. Cette expérience a porté ses fruits. Pourquoi cela, au moins dans la commune d'Abomey-Calavi, cela n'a pas été élargi? C'est pas cette commune qui abrite l'université. Disons que c'est aux autres de tricher. Tout comme moi aussi, je triche ailleurs pour faire des choses. C'est aux autres de nous tricher. C'est-à-dire que nous, l'espace, le périmètre que nous maîtrisons, c'est le périmètre de l'université d'Abomey-Calavi. Et là, on a implémenté cela. On a fait suivre aussi les moyens. Parce que non, il ne faut pas, pour que votre politique soit réalisée, certes, il faut les idées, il faut les tests qui supportent, mais il faut aussi les hommes pour dire non, 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 on a déjà dit ceci. Donc des gens passaient auprès des vendeurs, pas question de sachets sur le campus. Et ça, c'est depuis 2012. Donc ça a été bien maintenu, bien respecté. C'était un campus free de sachets. Et puis aussi le service de nettoyage, tout ça là. Et il veillait, il ne fallait pas que le recteur voit des sachets dans un coin. Sinon tout de suite, qui est responsable de ce secteur, il est sanctionné. Donc voilà ce qui a été fait. Mais normalement, les maires qu'on invitait d'ailleurs, par-ci par-là, pouvaient aussi démultiplier. Nous n'avons pas du tout d'emprise sur leur périmètre d'exercice. Alors quel est le poids du politique dans la réussite de la mission à l'université d'Abomey-Calavi? Qu'est-ce que le politique devrait faire? Je pense que tout bon politique devrait accorder l'autonomie administrative et de gestion financière aux universités. Quitte aux décideurs politiques de lancer aux trousses de ces gestionnaires ce qu'on appelait à l'époque l'inspection générale du ministère et même ceux qui quittaient la présidence, l'inspection générale de l'État, pour contrôler les comptes. Mais cette capacité d'un recteur de dire mais tiens, ça ne marche pas dans tel domaine, il faut coûte que coûte qu'on règle le problème. Si on le lui ôte,
ça va être les grands circuits, oui, vous savez, vous n'avez pas respecté ceci, vous n'avez pas respecté... Et tout cela simplement pour que le budget qui est voté ne puisse pas être suffisamment consommé, j'allais dire, dans sa phase optimale, et qu'on se retrouve avec plein de sous peut-être en fin d'année, tous les problèmes qui s'accumulent. Je crois que moi, je n'ai qu'une seule doléance vis-à-vis de ceux qui nous dirigent: donner l'autonomie de gestion administrative et financière à l'université. Et on ne le dit pas au hasard, c'est dit par les textes juridiques, la loi, c'est dit par les décrets. Appliquons cela. En tout cas, moi j'en ai bénéficié. Je crois que c'est grâce à cela que j'ai fait beaucoup de choses quand j'étais recteur. Alors aujourd'hui, vous êtes dans votre laboratoire, c'est d'ailleurs là-bas on est venu vous surprendre. Quelles sont les perspectives? Oui, comme je le dis, c'est toujours de faire le mentoring des jeunes collègues et aussi les aider à engranger des subventions, des coopérations. Quand on dit c'est un grand professeur, c'est vrai, c'est un grand professeur par beaucoup de choses, mais c'est aussi un grand professeur par sa signature. Il y a beaucoup de choses. Quand c'est Saint-Saint qui a signé, c'est Saint-Saint. Cette signature rapporte tout de suite de la richesse. Donc ce crédit-là aussi, il faut mettre cela à la disposition des jeunes et les assister, ne pas encore créer d'autres complications que justifie un peu et montre-moi où signer. Je crois que ça les aide énormément. Et puis aussi, il y a des questions sur lesquelles on a besoin de plusieurs idées. Quand ils posent le problème, ou bien le problème se pose à nous, chacun donne son point de vue. Et pour moi aussi, avec le poids de mes expériences, je dis mais il y a ci ou ça. Je pense que c'est tout ça qui fait vivre un laboratoire. C'est ça qui fait que les jeunes aussi prennent confiance, se fortifient et aussi se lancent à la conquête de beaucoup de choses. Alors, lorsqu'on vous prend enseignant, vous approchez déjà à la retraite. Vous avez déjà une idée? Comment ça va se passer? Non. La retraite est très facile. Le 1er octobre 2025, comme tout le monde, je vais dire ok, j'ai fini avec mes obligations administratives et de tutelle avec l'université. Mais je reste toujours le scientifique. Je reste toujours, disons, le formateur. Je ne veux plus aller dans les salles de classe pour passer des heures à dispenser des concepts pour lesquels la relève est déjà largement formatée à cela. Non. Mais une conférence pour partager des expériences et autres, là, non, avec plaisir. Il n'y a pas que seulement le Bénin. J'ai tellement d'engagement au niveau de notre continent que... et puis l'académie, comme je vous l'ai dit, l'académie nous occupe aussi énormément. Donc, et puis aussi j'aime ma culture, j'adore aller à Bomé. Je ne crois pas en grand chose, mais j'adore être associé à beaucoup de choses. Nos cultes de vaudou, nous sommes d'une famille catholique, et tout ça là j'adore, j'aime bien. Et puis je réponds d'un chef de famille. Si le chef de famille dit mais venez, j'aime y aller puisque je suis aussi sous autorité de la collectivité. Donc tout ça, ça fait que... Et puis j'aime, en tant que forestier, j'ai des plantations de teck, je suis agronome aussi, je développe de la pisciculture, je développe aussi beaucoup de cultures maraîchères par-ci par-là. Donc tout ça, avec les amis aussi, toujours dans un réseau d'amis. J'ai mes amis, Ouyandan et Avlessi et tout un ensemble de choses. Il faut qu'on aille toujours aussi faire quelque chose quelque part et s'amuser. Et c'est vrai qu'avec Ablessi, c'est une histoire qui date de longtemps parce qu'il a été votre vice-recteur. Aujourd'hui, il est à la tête de l'université. Le directeur. Alors, professeur, dites-nous, cette entrevue tire à sa fin. Si vous avez des conseils à donner à la jeune génération, qu'est-ce que vous leur direz? Je crois toujours au génie de chaque génération. Parce que, faisant une étude d'ailleurs commanditée par des religieux du chant d'oiseaux, la jeunesse à l'écologie,
je me suis dit, mais pourquoi ils insistaient sur la jeunesse? Mes recherches m'ont conduit à quelque chose de bizarre et d'amusant. On a trouvé des écrits de 3000 ans avant Jésus-Christ où on critiquait toujours la jeunesse. Oh, la jeunesse c'est la catastrophe. 1000 ans après, on a trouvé d'autres écrits. Pour le désastre de demain, c'est notre jeunesse. Ils ne sont plus comme nous. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons de dire le bon vieux temps, mon temps. Moi, je crois beaucoup au pouvoir de chaque génération. On a beau les critiquer dans n'importe quel sens, on va leur laisser coûte que coûte la clé du portail. Il n'y a rien à faire. Ils vont tout diriger. Présidence, ministre, c'est eux. Faisons-leur confiance, accompagnons-les avec beaucoup d'esprit positif et beaucoup de bon cœur. Je crois qu'ils vont pouvoir tirer leur épingle du jeu. Moi, je reste très confiant en notre jeunesse et à la jeunesse africaine du monde entier. Ils sauront gérer leur monde à eux. Peut-être des hauts et des bas, mais je suppose qu'ils ne vont pas nous conduire à la guerre nucléaire. Un défi qui se présente à l'humanité aujourd'hui, ce sont les questions environnementales. Et ce serait d'ailleurs la dernière question. Un mot sur cet aspect-là, pour que nous soyons tous embarqués. Non, globalement, je pense que les Africains doivent chercher à résoudre le problème de démographie responsable. Je ne suis pas pour qu'on limite les naissances aussi ou ça, mais si vous mettez un enfant au monde, de grâce, dites-vous, j'ai les moyens de l'amener tout au moins à ses premières ambitions. Je crois que c'est extrêmement important. La seconde chose, quoi qu'on dise, les Africains ont encore faim. D'ailleurs, nous sommes le seul continent où le problème de faim dans les 10, 20, 30 ans qui viennent, c'est un problème d'actualité. C'est-à-dire résoudre ce problème de satisfaction, j'allais dire alimentaire à chacun de nous. C'est un gros défi. Et il revient d'utiliser toutes les technologies pour y parvenir. Toutes les technologies. C'est ainsi que la Chine, qui ramassait des milliers de gens, de morts, de cadavres dans la rue, est devenue exportateur de beaucoup de produits. En maîtrisant la technologie, bien entendu, il y a la discipline, il y a tout ce qui va autour, le leadership. Mais je crois qu'on ne doit priver les Africains d'aucune technologie. Il faut qu'ils aillent, parce que c'est quand vous êtes rassasié que vous commencez par dire quelle est la qualité de la salade qui arrive sur la table. Ça a été toujours ainsi dans tout, partout au monde. Ne vous leurrez pas, je crois que c'est ça. Mais faites-le de manière durable. Faites en sorte que vos terres ne s'épuisent pas et que vous arriviez à des solutions irréversibles, non. À des problèmes qui n'ont plus de solution, non. Faisons-le de façon raisonnée, étant donné que la science abonde de partout, avec beaucoup de conseils. Et tout ça, c'est des paquets technologiques qui sont disponibles. Utilisons-les à fond et de manière respectueuse de notre environnement. Je pense que avec un peu d'éducation aussi à la base, tout le monde sait qu'on ne peut pas vivre dans un endroit crotté. On ne peut pas polluer en même temps aller boire l'eau. Mais ça passe par l'éducation. Chaque parent, chaque enseignant à divers niveaux, chaque camarade, chaque ami, tout cela devrait converger à rendre l'Africain responsable du défi environnemental. Mesdames et messieurs, voilà, ce sera tout ce qu'on pourra retenir aujourd'hui, à partir donc des propos. Voilà tout ce qu'on peut retenir des propos du recteur Saint-Saëns. Nous sommes un peu entrés dans son milieu, dans sa tanière, pour découvrir qu'est-ce qu'il devient, qui est-il, comment a-t-il évolué, quels sont les conseils qu'il peut donner à la nouvelle génération pour que les défis qui se présentent à l'Afrique soient relevés. Professeur, merci beaucoup. Merci, merci. Et je suis très flatté. Voilà. À vous qui nous suivez, nous espérons que on a tendance au Bénin à tout voir d'un œil politique, mais à côté du politique, il y a beaucoup qui font des choses sérieuses, des choses merveilleuses pour faire de ce pays ce que ça devient, ce pays qui rêve de développement absolu. L'un de ces acteurs, c'est donc le recteur Saint-Saëns.
Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Nous espérons que de tout ce qu'on a dit, vous avez puisé des leçons. Vous qui voulez devenir agronome, la porte est grande ouverte, mais depuis le collège, il faut commencer par vous préparer. Parce que pour devenir agronome, il faut aimer un peu les mathématiques, les sciences dures comme on les appelle. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'espoir à nos agronomes. La porte est grande ouverte à un agronome qui a bien suivi ses cours et qui maîtrise les opportunités qui s'offrent à lui. Et nous, de notre côté, nous faisons le mieux pour vous faire parvenir les choses cachées, les grands hommes qui font de grandes choses. Et nous espérons que vous avez tiré leçon de ce baobab de l'université d'Abomey-Calavi, le professeur Sessin. Merci à chacun et à tous et à la prochaine.